Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est une excellente transition parce que justement je vais parler de ce risque hémorragique et plus largement de l'hémorragie intracérébrale. Donc on m'a demandé de faire une présentation sur les nouveautés. Je me permets, je vais peut-être juste... Pardon. Je voulais commencer par une petite phrase choc parce que ça va permettre de mettre en perspective en fait ce que je m'apprête à vous présenter. C'est qu'on me demande de parler sur les nouveautés. Il faut d'abord savoir qu'on est en 2023, bientôt 2024, et qu'il n'y a aucun traitement curatif de l'hémorragie intracérébrale. Et ça, je pense que c'est une notion à garder en tête. Et vous verrez en fait le chemin qui a été accompli pour arriver jusqu'à maintenant, et aussi le chemin qui reste à faire pour trouver un traitement curatif pour cette pathologie. Donc là, on parle de l'hémorragie, c'est la rupture d'un vaisseau et la survenue de sang dans le parenchyme cérébral. C'est à peu près 20% en France, en tout cas, des accidents vasculaires cérébraux. Donc ma présentation est la suivante, c'est quelques nouveautés en termes d'épidémiologie, qu'est-ce qu'on fait actuellement en termes de bilan étiologique, quels sont les grands principes de prise en charge des thérapeutiques de phase aiguë maintenant et les perspectives pour demain, et puis aussi quelques mots sur la prévention secondaire chez les patients qui sont victimes d'hémorragie intracérébrale. Donc en termes d'épidémiologie, ce sont les chiffres épidémiologiques les plus récents qui nous viennent du Global Burden Disease Study de 2019. À l'échelle mondiale, l'hémorragie intracérébrale, c'est 1/3 des accidents vasculaires cérébraux. C'est un petit peu moins en France. Vous voyez que l'incidence globale, c'est 3,5 millions de survenues d'hémorragie intracérébrale annuelles, donc c'est vraiment très important. Et aussi, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que l'hémorragie intracérébrale non traumatique, c'est aussi une pathologie du sujet jeune, avec, vous voyez, une incidence annuelle qui peut aller jusqu'à 5 pour 100 000 habitants. C'est aussi une des principales causes de mortalité dans le monde, qui s'élève maintenant au rang de la 4e cause de mortalité. Il faut savoir aussi qu'en France, par exemple, on reste sur 50% de mortalité à 1 an après une hémorragie intracérébrale non traumatique. Et puis le DELIS, en fait, c'est un marqueur de handicap. En fait, ça représente la durée de vie avec handicap ou alors le décès prématuré. Et vous voyez que ça représente environ 70 millions d'années. Et je vous avais dit que l'hémorragie cérébrale, c'était moins en termes de nombre que l'ischémie cérébrale, mais vous voyez qu'en termes de poids pour la société, finalement, c'est supérieur. En ce qui concerne le bilan étiologique, dans 20% des cas, en fait, l'hémorragie cérébrale non traumatique est dite secondaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tout un tas de causes qui peuvent avoir occasionné le saignement. On va parler par exemple des malformations artério-veineuses, des ruptures d'anévrisme, de maladies un petit peu plus rares comme des vascularites par exemple. Et j'attire aussi l'attention sur l'intérêt de faire des imageries non invasives, le scanner, angioscanner, IRM, angio-IRM, et parfois aller jusqu'à l'artériographie. Et j'attire notamment l'attention sur l'importance pour les hémorragies lobaires de toujours rechercher une thrombose veineuse cérébrale. Et je pense que ça doit faire partie des choses à vraiment écarter chez les patients qui arrivent pour une hémorragie cérébrale lobaire et qui ne présentent pas de critères évidents d'angiopathie amyloïde cérébrale, et je vais revenir juste après. On a fait des avancées dans l'imagerie cérébrale non invasive. Ce que j'appelle non invasive, c'est ce qui n'est pas l'artériographie. Et vous voyez par exemple qu'on arrive maintenant à dépister un petit peu mieux le profil des patients qui vont accroître leur saignement. Parce qu'en fait, quand on saigne, les premières heures qui suivent, on va continuer à saigner. Et vous imaginez bien que plus il y a de sang dans le cerveau, plus le pronostic va être mauvais malheureusement. Et vous voyez que maintenant, par des séquences d'injection, ce qu'on appelle le spot sign, on arrive à identifier les patients qui sont à risque d'expansion. On développe aussi d'autres techniques, par exemple les séquences ASL, qui permettent d'avoir des arguments en faveur de malformations artério-veineuses. Donc là, c'est l'exemple d'une patiente qu'on avait eue il y a quelques mois maintenant, de 28 ans, qui venait pour une hémorragie intracérébrale, vous voyez ici. On identifiait en fait un vaisseau dilaté anormal, et sur cette séquence ASL, en fait, on mettait en évidence un shunt artério-veineux, et cette patiente avait bien un diagnostic de malformation artério-veineuse. Donc on utilise de plus en plus ces séquences-là pour le bilan étiologique de nos hémorragies intracérébrales. Dans 80% des cas, les hémorragies cérébrales non traumatiques sont en lien avec ce qu'on appelle une maladie des petites artères. Et là, pas vraiment de nouveauté dans ce domaine. Quand l'hémorragie cérébrale est dite plutôt profonde, avec des micro-marqueurs hémorragiques profonds, on est plutôt sur ce qu'on appelle la micro-angiopathie en lien avec l'âge, l'hypertension, les facteurs de risque vasculaire. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi bien connu maintenant. Quand on est face à une hémorragie cérébrale lobaire, avec des biomarqueurs hémorragiques lobaires, on est face à ce qu'on appelle l'angiopathie amyloïde cérébrale.
Pour cette angiopathie amyloïde cérébrale, il y a quelques nouveautés. Ont été publiés en 2022 les nouveaux critères de Boston, en fait, qui permettent d'établir le diagnostic de l'angiopathie amyloïde cérébrale. Qu'est-ce que c'est brièvement l'angiopathie amyloïde cérébrale? C'est des dépôts amyloïdes qui vont se déposer au niveau de la paroi des petits vaisseaux, notamment leptoméningés, qui vont remplacer les cellules musculaires lisses. La paroi va devenir lâche et va avoir tendance à éclater et occasionner des saignements. Le diagnostic de certitude, c'est l'anapathe. Mais on ne fait pas forcément, soit il faut attendre l'état post-mortem malheureusement, et on fait pas, la plupart du temps, on ne fait pas de biopsie pour poser le diagnostic. Donc on a des outils, et notamment l'IRM. Et vous voyez qu'il y a eu une mise à jour des critères de Boston. Rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'âge maintenant pour poser le diagnostic, avant c'était à partir de 55 ans, maintenant on considère 50 ans. Que la présentation clinique des anciens critères ne retenait que l'hémorragie intracérébrale, maintenant on considère également les épisodes neurologiques déficitaires transitoires. C'est assez fréquemment des paresthésies brachiofaciales. Aussi le déclin cognitif. Avant, dans les critères, c'était notamment les micro-saignements cérébraux qu'on peut voir ici et l'hémorragie intracérébrale lobaire qu'on peut voir là. Mais maintenant, dans les nouveaux critères, on a intégré ce qu'on appelle la sidéro-superficielle. En fait, c'est des petits dépôts d'hémosidérine au niveau des sillons et qui apparaissent en rails comme ça, en hyposignaux sur cette séquence de susceptibilité magnétique. Et puis aussi, une manière importante, c'est que maintenant, il y avait des données de la littérature qui permettaient de dire que, ok, c'est surtout une maladie hémorragique, mais il y a aussi des biomarqueurs ischémiques, et notamment un pattern comme ça en spot juxtacortical ou périventriculaire postérieur de leucopathie. Donc ça, c'est en faveur du diagnostic. Et aussi ce qu'on appelle les espaces dilatés de Virchow-Robin dans les centres semi-ovaux. Et donc là aussi, ça rentre dans les critères diagnostiques. Un petit mot, on peut poser un diagnostic d'angiopathie amyloïde cérébrale sur le scanner. Ça, c'est le travail de l'équipe d'Édimbourg qui a montré qu'en se basant sur certains critères, notamment la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, et puis des hémorragies qui vont avoir tendance à épouser, donc c'est comme ça que c'est décrit dans l'article, hein, que ça a la forme d'une main en fait avec des doigts. Et puis on peut s'aider aussi de paramètres biologiques, et notamment le phénotype de l'apolipoprotéine E. Et vous voyez qu'en fait, on peut avoir un degré de probabilité plus ou moins important pour la pathologie, pour poser le diagnostic d'angiopathie amyloïde, même si on ne peut pas travailler sur IRM. En ce qui concerne le traitement de la phase aiguë, je vous ai dit malheureusement pas de traitement curatif à ce jour. Alors qu'est-ce qu'on fait en pratique ? Finalement, c'est ce qu'on a l'habitude de faire à présent depuis plusieurs années, voire décennies. Les patients sont pris en charge en unité neurovasculaire. Ça permet d'éviter un décès ou une institutionnalisation pour 20 patients pris en charge. Et cet effet a clairement été montré. C'est le même dans l'hémorragie par rapport à l'ischémie. Donc il y a un bénéfice toujours à passer en unité neurovasculaire. C'est aussi une urgence thérapeutique. Même si les moyens sont limités, il faut prendre en charge les patients le plus tôt possible. Et alors, quels sont nos outils à l'heure actuelle ? Finalement, la cible principale qu'on a, c'est d'essayer de limiter l'expansion de l'hémorragie cérébrale. Et nos moyens actuels, finalement, c'est réverser un traitement anticoagulant si le patient est sous traitement anticoagulant et d'essayer d'arriver à un contrôle tensionnel strict. Et maintenant, les recommandations, c'est au plus vite d'essayer d'avoir une tension artérielle strictement inférieure à 140-90 mm de mercure. Alors, ces mesures thérapeutiques sont simples, mais elles ont un effet bénéfique modeste, et dans une pathologie pour laquelle il n'y a pas de traitement curatif, en fait, on prend. Et donc ça, c'est les données de l'essai Interact 3, qui est un essai randomisé de phase 3 international, qui a montré en fait que l'intérêt de développer une sorte de package de soins avec des mesures simples, un contrôle tensionnel strict, un contrôle de la glycémie, un contrôle de l'hyperthermie et une réversion s'il y a indication, le tout dans les 6 premières heures, en regardant sur le handicap séquelaire à 6 mois de l'hémorragie intracérébrale. Et cette étude, l'originalité de cette étude, c'est qu'elle a été mise en place dans des pays en voie de développement. Donc ça a permis vraiment de leur apporter cette offre de soins, entre guillemets, dans le cadre de l'essai randomisé. Et cet essai confirme un effet peut-être modeste, mais quand même positif sur le pronostic fonctionnel des patients qui font une hémorragie cérébrale. Donc ce qu'on fait, ça marche et il faut continuer. Pour demain,
Je pense que l'idée actuelle, c'est de se dire que pour l'hémorragie cérébrale, c'est peut-être un petit peu plus complexe, sans vouloir vexer personne bien sûr, que l'ischémie cérébrale, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a peut-être plusieurs cibles et que ces cibles surviennent dans un temps différent, donc il faut peut-être envisager une approche séquentielle du traitement de l'hémorragie cérébrale. En ce qui concerne cibler l'expansion de l'hémorragie, je pense que c'est toujours valable. Les données actuelles et peut-être ce qu'on va être amené à dire pour les prochaines années, c'est que finalement on se rend compte que oui, il y a un effet bénéfique, peut-être modeste, mais qui existe, de traiter strictement la tension artérielle à la phase hyperaiguë. Mais sur les données en fait poolées des deux gros essais randomisés sur la prise en charge de l'hypertension dans l'hémorragie intracérébrale, on se rend compte qu'en fait que chez les patients chez qui on a voulu baisser trop fort avec un palier de 70 mm de mercure, en fait on était plutôt délétère. C'est-à-dire que c'est pas pareil de faire baisser une tension artérielle chez un patient qui arrive avec 170, le faire baisser à 140, qu'un patient qui est à 230 et qu'on va faire baisser dans l'heure à 140. Donc il faudrait peut-être envisager des paliers de 20% dans la première heure, puis maintien. Et puis aussi, il y aura peut-être plus tard des scores qui prendront en compte la fonction rénale, parce qu'on sait que les effets secondaires indésirables sont plutôt liés à la fonction rénale. On se pose aussi la question de l'intérêt des traitements hémostatiques. En fait, là, on parle ici de l'Hexacil. C'est le traitement qu'on donne dans l'hémorragie de la délivrance pour les patientes pour les grossesses avec une hémorragie de la délivrance au moment de l'accouchement. Donc il y a des essais qui ont étudié l'intérêt de cette molécule dans l'hémorragie intracérébrale. Les résultats sont... On peut les interpréter comme ça, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas réussi à montrer que ça avait un impact fort sur le pronostic fonctionnel des patients, mais quand même un effet, pour le plus gros essai principal, à plus de 2000 patients, sur la réduction de l'expansion de l'hémorragie intracérébrale. Et actuellement, en fait, l'idée, c'était peut-être de se dire que l'intervention était trop tardive. Je vous ai dit, le temps est très important dans l'hémorragie cérébrale. Et donc actuellement, il y a un essai phase 3, TEACH 3, qui va essayer qui est en cours en fait de recrutement. Et l'idée, c'est de traiter les patients plus tôt, 4h30. Il y a aussi l'intérêt du traitement le plus précoce possible, et là peut-être les perspectives, peut-être pas dans 5 ans, peut-être dans 10, c'est d'utiliser les mobile stroke units pour la détection des patients qui ont une hémorragie intracérébrale, et peut-être que ces traitements à visée hémostatique pourraient être à terme délivrés dès le camion, et là gagner des heures. Ensuite, la deuxième cible, c'est OK, il y a du sang qui s'est installé dans le cerveau, en fait, on a envie de l'évacuer, ce sang. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant des décennies, il y a eu beaucoup d'essais randomisés qui se sont dit OK, on va faire une intervention neurochirurgicale pour retirer ce sang, il n'y aura plus de sang, les patients vont aller mieux. Ces essais sont négatifs, dans l'immense majorité des cas. Et les techniques actuelles, en fait, le futur, c'est d'essayer de se dire OK, on va essayer de développer des techniques qui vont être un petit peu moins invasives, donc c'est la chirurgie mini-invasive. Pour ça, les données qu'on avait jusqu'à très récemment reposaient essentiellement sur une technique qui s'appelle MISTI. C'est qu'on va en fait insérer un fin cathéter dans le cœur hémorragique, on va y distiller du RTPA, donc en fait on fait une sorte de thrombolyse in situ pour liquéfier le caillot et l'aspirer. Et vous voyez que malheureusement, l'essai randomisé a un effet neutre. En fait, il n'a pas réussi à montrer une efficacité forte en termes de pronostic fonctionnel. La limite principale, c'est qu'en fait, ils avaient défini un seuil de 15 ml pour se dire que l'aspiration avait été satisfaisante du caillot. Et en fait, il y a 40% des patients qui n'ont pas atteint ce seuil. Et l'idée, c'est de se dire qu'il y a des caillots qui sont peut-être un petit peu plus résistants. On retrouve aussi les nets, là, les fameuses toiles d'araignée dont le professeur Mazighi parlait. Et actuellement, il y a des techniques qui sont développées pour essayer d'optimiser le RTPA, pour améliorer la fluidité du clot. Très récemment, on a eu des données sur l'essai ENRICH. C'est une autre approche. Donc là, c'est des résultats vraiment très préliminaires. C'est un diapo qui a été présenté au congrès de l'ESOC cet été. Donc c'est pareil, c'est une approche mini-invasive. On passe un petit endoscope et on essaye à nouveau d'aspirer le caillot. Et là, il semblerait que ce soit le premier essai positif dans le cadre de l'hémorragie intracérébrale. Donc là, ça ouvre des perspectives assez énormes, mais l'article n'est pas encore publié. Ce serait surtout efficace chez les patients qui ont une hémorragie lobaire. Il y a aussi des critères de taille. Mais disons que je pense que c'est l'avenir proche, peut-être pas si lointain que ça pour nous. Et ça va aussi nous obliger à revoir notre organisation de la filière de soins.
Enfin, la troisième cible, un petit peu plus décalée encore dans le temps, là je pense qu'on est à peu près à une semaine, c'est tout ce qui se passe autour de l'hémorragie intracérébrale, c'est ce qu'on appelle communément l'œdème. On le connaît un petit peu mieux maintenant. On sait qu'il y a toute une partie de cet œdème qui est délétère, avec de la nécrose, de l'inflammation délétère, des dépôts de sang qui vont être toxiques pour le cerveau. Mais les données récentes montrent également qu'il y a une partie vertueuse de cet œdème qui participe à la résorption de l'hémorragie intracérébrale. Et l'idée, c'est de développer en fait des molécules, on a des substrats physiopathologiques qui permettraient en fait de, non pas d'arrêter l'inflammation, mais de la moduler pour essayer de faire switcher d'un état pro à anti-inflammatoire. Et ça fait partie d'un essai de phase 2 qui va être mis en place dans le cadre d'un financement de RHU qu'on a obtenu très récemment. En termes de prévention secondaire, on a bien avancé sur le niveau de risque, en fait, le pronostic de ces patients-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des patients qui sont à haut niveau de risque, à la fois de risque de récidive hémorragique, de 2 à 10% en fonction de la localisation. Mais on sait aussi à présent que ce sont des patients qui sont à très haut risque ischémique, et vous voyez jusqu'à 15% d'événements ischémiques à 5 ans après une hémorragie intracérébrale. Et donc les questions qu'on va se poser, c'est un patient qui était sous antiagrégant plaquettaire avant l'hémorragie intracérébrale, est-ce qu'il faut reprendre le traitement après? Ça, ce sont les données de l'essai RESTART, un principal essai randomisé qui a permis de répondre à cette question-là. Un peu plus de 500 patients, 62% d'hémorragie lobaire, donc théoriquement un petit peu plus à risque. Et dans cet essai, la reprise du traitement antiagrégant était plutôt... donc il n'y avait pas de différence significative en termes de surrisque, de risque hémorragique, et on avait même l'impression paradoxale qu'il y avait une tendance à ce que les patients chez qui on avait repris le traitement antiagrégant plaquettaire faisaient moins de récidives d'hémorragie intracérébrale. Dans les analyses en sous-groupe, quand ils ont voulu regarder les patients à plus haut risque, c'est-à-dire hémorragie lobaire, profil type angiopathie amyloïde cérébrale, et bien en fait l'effet était similaire, donc des données plutôt rassurantes. Et à présent, chez les patients qui ont une indication claire au traitement anti-agrégant, on a tendance à le reprendre à distance de l'hémorragie. Le futur, c'est ça, c'est de se dire que peut-être l'hémorragie cérébrale, ce sont des patients qui sont de toute façon à risque de faire un événement ischémique. Et le futur, c'est ça, c'est cet essai de phase 3 multicentrique Aspring qui va viser à tester le bénéfice d'introduire de manière systématique un traitement antiagrégant plaquettaire après une hémorragie cérébrale spontanée. En ce qui concerne la fibrillation atriale, gros dilemme pour nous. Le patient a saigné, mais le patient fait de la fibrillation atriale, il a risque de faire des caillots, des emboles, on a envie de lui mettre un traitement anticoagulant. Vous voyez, c'est un patient sur 5 qui a une hémorragie cérébrale qui est dans ce cas de figure. Des patients à très haut risque. Alors maintenant, on a une technique. Les cardiologues ont développé la technique, là, la petite fermeture de l'auricule gauche. C'est très séduisant. On diminue de 90% le risque de faire des petits emboles et ça permet d'éviter le traitement anticoagulant au long cours. Il y a cependant quelques limites, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces données ont des limites dans les essais randomisés. Je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces essais randomisés n'ont pas inclus de patients qui avaient une hémorragie intracérébrale. Donc en fait, on ne peut pas répondre à la question pour notre population cible. Et puis quand on regarde les données du registre, c'est le registre FLAC qui est un registre français, vous voyez que finalement, chez les patients chez qui il y a une fermeture de l'auricule, une exclusion de l'auricule, le pronostic, il n'est pas forcément si bon que ça. Autre chose, les recommandations actuelles pour l'exclusion de l'auricule gauche, c'est chez les patients qui ont une contre-indication formelle et permanente au traitement anticoagulant. Et le courant de pensée actuel, c'est de se dire finalement, quand on a fait une hémorragie intracérébrale, c'est peut-être pas tant que ça une contre-indication permanente et formelle au traitement anticoagulant. Ça sont des données rassurantes, des données observationnelles qui montrent que quand on reprend le traitement anticoagulant après une hémorragie intracérébrale, certes, on diminue le risque ischémique, et on ne semble pas augmenter le risque hémorragique. Pareil chez les patients qui ont une angiopathie amyloïde cérébrale, c'est la seule donnée observationnelle chez ces patients-là. Les patients chez qui on a repris le traitement anticoagulant présentaient un taux de mortalité plus bas, donc des données aussi plutôt rassurantes, ce qui a permis en fait de poser les bases d'essais randomisés pour répondre à cette question, faut-il reprendre le traitement anticoagulant? Donc là, je vous présente brièvement la méta-analyse des dernières données qu'on a là. Vous voyez que c'est quand même pas beaucoup de patients, c'est 400. Âge médian de 78 ans, plutôt des hommes, un tiers d'hémorragie lobaire et un délai de randomisation de 76 jours entre l'hémorragie et la décision ou non, enfin la randomisation traitement ou pas traitement. Donc ce qu'on peut voir, c'est que finalement quand on reprend les traitements anticoagulants, de manière on va dire non surprenante, on diminue le risque d'AVC, toute cause, toute nature, et de décès vasculaire.
Et cet essai est extrêmement prononcé pour le critère d'infarctus cérébraux. Vous voyez, on passe de 4% à 16% chez les patients chez qui on n'a pas repris le traitement anticoagulant. Et pour l'instant, vous voyez que ce n'est pas tout à fait significatif, mais les données par rapport au risque d'hémorragie intracérébrale qu'on craint le plus sont plutôt en faveur de l'absence de ce risque, mais pour l'instant, on n'en est pas certain. Voilà. Mais ce qui est clair, c'est que la balance en fait, entre le risque ischémique et hémorragique semble être sur le versant bénéfice du bénéfice ischémique, en prévention ischémique. Dans cette méta-analyse, il n'y a pas d'effet sur la localisation. Les hémorragies lobaires ne font pas forcément plus de récidives d'hémorragie intracérébrale. Il y a un essai en cours qui n'a pas retrouvé les mêmes résultats dans ces analyses intermédiaires. Ils ont décidé de suspendre les patients qui avaient une hémorragie lobaire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les essais qui sont actuellement en cours, les DSMB n'ont pas retrouvé ce même signal, donc les inclusions se poursuivent. Et nous, en France, en fait, c'est professeur Charles Cordonnier avec qui je travaille, qui pilote l'essai A3ICH, qui vise à répondre à cette question, et c'est le seul essai qui a cette fameuse exclusion de l'auricule gauche en bras de randomisation. Je finis là-dessus. Quelques mots, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. On voit souvent les patients post-AVC en consultation, des patients qui ont souvent ces fameux traitements-là, des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, parfois avec une indication totalement avérée. Parfois, on se rend compte que ce sont des patients qui ont fait un burn-out il y a 10-15 ans et finalement le traitement n'a jamais été réajusté. Juste pour vous dire qu'il y a des données maintenant qui disent que ces traitements ont des effets cachés pro-antiagrégants plaquettaires et ils sont à sur-risque hémorragique. Et il y a une étude dans l'hémorragie cérébrale publiée dans le JAMA qui montre que la poursuite du traitement, de ce type de traitement chez les patients qui font une hémorragie cérébrale augmente significativement de manière indépendante le risque de refaire une hémorragie. Et vous voyez que plus les patients sont à risque, donc plus on va dire angiopathie amyloïde-like, plus ce risque est important, mais il est retrouvé pour toute la population des patients avec une hémorragie cérébrale spontanée. Donc juste, si vous voyez ce genre de traitement qui reste dans l'ordonnance, assurez-vous que l'indication est réelle et que ça vaut vraiment le coup de le poursuivre parce que derrière, il y a un risque. Voilà, j'ai fini. Désolé, j'ai un peu dépassé. Désolé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Jamel. Bonjour, merci pour ce topo très didactique. Ouais. Juste une question par rapport à un sujet que vous n'avez pas beaucoup abordé, c'est les cavernomes. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Est-ce que voilà, la prise en charge du cavernome, est-ce qu'il y a des... Il y a quelque chose de nouvel, je peux les dire peut-être en mots-clés. La première, c'est qu'il commence à y avoir quelques données, c'est en cours, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ça rentre tout de suite dans nos pratiques, mais sur l'usage des bêta-bloquants, qui pourrait être à terme une bonne stratégie thérapeutique pour limiter le risque hémorragique en lien avec les cavernomes. Voilà, mais c'est l'avenir. Là, on est sur demain, donc demain, c'est peut-être les bêta-bloquants. Pour l'instant, pas de prescription systématique pour ça. Il y a aussi des données plutôt observationnelles sur la poursuite des œstrogènes chez les femmes qui ont des cavernomes, où nous, les pratiques qu'on commence à voir là dans le service, c'est de limiter les contraceptifs par œstrogènes chez ces patientes. Pour tout ce qui est radiochirurgie, chirurgie, là, il y a beaucoup moins de données. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que c'est surtout bénéfique pour les patients qui ont au premier plan de l'épilepsie. Et le risque annuel de saignement sur ces cavernomes, c'est quoi à peu près? Je ne me rappelle plus moi de tout ça. C'est très faible. Je ne voudrais pas vous donner de bêtises en termes de chiffres, mais c'est faible en fait. C'est assez faible. Ça dépend de la localisation. Enfin, il y a beaucoup de paramètres. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sandrine. Alors finalement, que proposer comme solution thérapeutique antidépressive à nos hématomes? Alors, la poursuite au long cours est délétère. Je pense que chez les patients qui ont vraiment un syndrome anxio-dépressif, qui se comprend tout à fait d'ailleurs post-AVC, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de gros risques à utiliser ces traitements pendant quelques mois. Enfin, en tout cas, on n'a pas de données là-dessus. Là, c'était sur un usage sur plusieurs années. Après, il y a aussi toutes les alternatives extra-médicamenteuses, donc l'accompagnement, le soutien psy. Alors après, il faut les ressources humaines pour ça, donc c'est pas forcément évident. Voilà. Question difficile. Je crois qu'on est embêté en fait. On est embêté dans cette situation-là.